Le président de la transition, président du FASO, président du Conseil supérieur de la magistrature, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence Monsieur le Président du Conseil national de transition, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame et Messieurs les premiers présidents des hautes cours, Messieurs les anciens ministres de la Justice, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et inter-africaines, Mesdames et Messieurs les conseillers membres du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les chefs de juridiction, autorités politiques, administratives, militaires, paramilitaires, Son Éminence le cardinal Philippe Ouédraogo, autorités coutumières et religieuses, éminentes personnalités du corps judiciaire, Mesdames et Messieurs les présidents des partis politiques légalement reconnus au Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi de commencer mon allocution en remerciant l'ensemble des Burkinabés, femmes et hommes de toutes couches sociales, des divers secteurs d'activité venant des provinces et de la capitale, qui se sont mobilisés ce matin pour participer au lancement des travaux des États généraux de la justice. C'est le rendez-vous de la nation burkinabé avec la justice burkinabé. Un rendez-vous, Monsieur le Président, que vous m'avez chargé d'organiser en exigeant qu'il ait du sens et surtout de l'utilité afin de répondre aux attentes pertinentes du peuple burkinabé. Il y a eu tant de conférences, tant de réunions, tant de forats et d'assemblées par le passé que toute nouvelle initiative de ce type se voit systématiquement décriée. C'est la raison pour laquelle l'annonce des États généraux de la justice n'a pas suscité en réalité beaucoup d'enthousiasme au départ. Jusqu'à hier encore, les plus irréductibles continuaient de dire que les maux de la justice étant connus et largement dénoncés depuis longtemps, les dossiers de crimes de sang et de crimes économiques les plus scandaleux ayant été listés, les solutions étant claires, les attentes du peuple burkinabé étant déjà exprimées sur tous ces points, à quoi servirait-il donc d'organiser les États généraux de la justice ? Pourquoi tourner en rond, disent-ils? Pourquoi dépenser du temps et de l'argent quand on nous demande d'aller droit au but? Pire, beaucoup s'indignent, convaincus que la forfaiture consiste à emballer sous l'appellation d'États généraux, ce qui ne serait rien d'autre qu'un forum de plus. Excellences, Mesdames et Messieurs, ces doutes et ces fortes préoccupations me semblent parfaitement légitimes, car l'impatience du peuple est à son comble, parce qu'il pense être déjà sorti de la longue période de violation de ses droits, du mépris de sa dignité, de pillage de ses ressources, de privation d'informations vraies. Par l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, le peuple burkinabé se croit déjà affranchi d'un système raffiné dans l'achat des consciences et la pratique de l'exclusion sociale, économique et politique. En effet, la société burkinabé était assujettie depuis des décennies aux mécanismes imposés par les dirigeants pour accéder à la prospérité, aux privilèges et même à la sécurité. Il fallait avoir du rang social, un certain niveau d'instruction et surtout une sphère de relations dans les cercles des puissances économiques et politiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays. À l'évidence, seule une petite minorité pouvait entrer dans ces mécanismes de promotion sociale. Ces principes de gouvernance constituaient autant de barrières érigées au sein de tous les secteurs. Et la pratique de l'injustice et de la violation des droits les plus élémentaires a ainsi gangréné l'administration, le système judiciaire et le système politique. Dans le milieu judiciaire, ces pratiques ont engendré des conséquences dramatiques, insupportables parce qu'elles touchent la vie, le droit et la liberté du citoyen. C'est ainsi que l'utilisation systématique et impunie du crime, impuni était devenue une stratégie d'accession aux postes de pouvoir, de conservation du pouvoir et offrait des raccourcis pour l'enrichissement des jeunes impatients et des classes dirigeantes.
Il est donc normal qu'au lendemain de l'insurrection populaire généralisée, qui a coûté des vies, provoqué des blessures physiques et morales graves et des destructions de biens, le peuple burkinabé pense avoir mis fin au système d'injustice et de pillage organisé. Malheureusement, si l'insurrection populaire a effectivement décoiffé et défenestré l'appareil de gouvernance, elle ne pouvait pas en 3 jours faire tomber les échafaudages et les armatures de tout un système qui avait réussi à subordonner toute l'administration publique à la défense et à la protection des intérêts des acteurs même du système. C'est pourquoi je me permets de paraphraser le Premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida, qui, au lendemain de l'insurrection populaire, a fixé l'une des missions du gouvernement de la transition comme étant celle de poser les jalons pour des réformes profondes, visant à rendre nos institutions crédibles et à construire les fondations d'une administration compétente et loyale au service des citoyens. En d'autres termes, nous sommes conscients que la réhabilitation du système judiciaire burkinabé contribuera à libérer la société burkinabé des stigmates et des racines de l'injustice sociale. Mais la réhabilitation du système judiciaire ne se fait pas en 4 mois. Elle passe nécessairement par des réformes profondes qui s'appuient sur la révision du statut des institutions et de leurs acteurs. La crédibilité du système judiciaire burkinabé exige une remise à niveau de ses modes opératoires, le renforcement du suivi et du contrôle des services, la diversification des compétences et la restauration de l'éthique dans les pratiques de ses acteurs. Enfin, la remise sur pied du pouvoir judiciaire relève d'une prise de responsabilité collective pour lui restituer son indépendance vis-à-vis des tenants du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et de toutes les forces de corruption. Ces réformes constitueront les seuls gages pour l'avènement d'une justice intègre et efficace. C'est à cette fin que se justifie l'organisation des États généraux. Vouloir à tout prix faire l'économie de ce grand rendez-vous du sursaut national pour fixer les conditions institutionnelles et opérationnelles d'une réhabilitation de la justice reviendrait à exiger d'un malade grabataire qu'il s'élance dans une course de 100 mètres plats. Et pourtant, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous n'avons pas attendu que se tiennent les États généraux avant d'enclencher les premiers remèdes d'urgence au système judiciaire. En 4 mois, malgré les lourdeurs institutionnelles et procédurales, et en dépit des lenteurs administratives et des délais qu'impose notre démarche qui se veut inclusive, nous comptons au nombre de nos acquis les plus pertinents la relance des procédures d'instruction de grands dossiers de crimes de sang dont le cours était soit suspendu, soit bloqué par des pesanteurs politiques. Ces procédures sont en cours dans le strict respect du secret de l'instruction tel que prévu par le Code de procédure pénale. La finalisation par le ministère de la Justice et l'adoption par le Conseil national de transition de la loi portant prévention et répression de la corruption. Une loi dont le processus d'adoption a connu un certain blocage face aux tentatives des uns et des autres de la vider de son contenu. La finalisation des textes sur la mise en place du pôle économique et financier et du pôle de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. La reprise en main des chantiers de relecture et de finalisation des textes sur le statut de la magistrature et du Conseil supérieur de la magistrature. La relance effective de la rédaction des décrets d'application du statut du personnel du corps des greffiers. Le lancement du processus de rédaction des décrets d'application de la loi portant statut du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. Les gros efforts consentis par le gouvernement et les services techniques du département de la justice et des droits humains pour créer des conditions minimales de reprise des activités des juridictions incendiées à Bobo-Dioulasso. En dépit de tout ce qui reste encore à faire pour soutenir les magistrats et les auxiliaires de justice dans leurs lourdes tâches, nous saluons ici ce matin l'engagement pris par toutes les équipes de reprendre les activités le 30 mars 2015 à Bobo-Dioulasso.
Par ailleurs, des réflexions profondes sont engagées sur les réformes institutionnelles, notamment celle de la Haute Cour de justice, en vue de la rendre opérationnelle et apte à juger tous les actes constitutifs de haute trahison, d'attentat à la Constitution ou de détournement de deniers publics commis par les dirigeants, ainsi que les faits constitutifs de crimes ou délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Enfin, nous poursuivons aussi les efforts pour lancer une stratégie appropriée de traitement accéléré des centaines de dossiers en attente de jugement dans les cours et les tribunaux. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, ces avancées que nous considérons importantes au vu du contexte particulièrement difficile et agressif dans lequel s'opère la transition, ces avancées, dirais-je, restent très fragiles. Trop fragiles si les véritables réformes à caractère politique et institutionnel ne sont pas clairement tracées et immédiatement lancées. C'est le but ultime des États généraux et c'est le fondement de son principal résultat attendu qui est l'adoption et la signature le 28 mars du Pacte national pour le renouveau de la justice. Ce pacte, comme son nom l'indique, présentera une série d'engagements auxquels vont se soumettre les autorités burkinabées et plus particulièrement les acteurs de la justice et des droits humains face à la nation. C'est pourquoi nous voulons en même temps prendre à témoin un échantillon des forces vives burkinabées en les invitant à s'inscrire comme co-signataires du pacte aux côtés des autorités burkinabées. Les co-signataires ont été sélectionnés en raison de leur force d'influence positive ou négative sur la justice. Nous osons donc qualifier le pacte de pierre angulaire du processus de réhabilitation du système judiciaire burkinabé. Il est structuré autour de 6 grands chapitres portant respectivement sur l'indépendance de la magistrature, le fonctionnement du service public de la justice, la moralisation de l'appareil judiciaire, l'accessibilité à la justice, l'esprit de citoyenneté, la prise en compte des droits humains dans les procédures judiciaires. Et la dernière partie du pacte est consacrée à la mise en place du mécanisme de veille, de suivi et d'interpellation auquel sera conféré par une loi le statut d'autorité de mise en œuvre du pacte. Les engagements inscrits dans le pacte vont s'inspirer des résultats des discussions et des propositions des ateliers fondés sur les préoccupations des acteurs de la justice et du public. Les divers engagements inscrits au Pacte national pour le renouveau de la justice pourraient s'assimiler à une ordonnance médicale dont les prescriptions sont immédiatement exécutoires parce que la guérison du malade en dépend. Ils tireront leur caractère contraignant de leur acceptation par tous et de l'adoption de la loi portant création de l'autorité chargée de veiller à leur mise en œuvre. Excellences, Mesdames et Messieurs, au-delà de la tenue effective des États généraux de la justice et des résultats attendus, nous restons parfaitement conscients que l'aboutissement de notre mission collective de réhabilitation de la dignité, de la liberté et de la démocratie véritable est largement tributaire de notre quête sincère d'une justice qui va au-delà du seul fait de dire le droit. Notre quête légitime de justice devrait être accompagnée des conditions qui favorisent l'apaisement social. Un prisonnier qui purge la peine qui lui est infligée en application de la loi a besoin aussi de pardon et qu'il lui soit reconnu en plus le droit à la restauration de sa dignité après l'exécution de sa peine. C'est pourquoi nous condamnons les traitements dégradants et humiliants sur des détenus. Et c'est pourquoi je saisis cette tribune pour dire que la justice burkinabé doit être dénuée de tout esprit de vengeance et de haine. Elle doit travailler à dire le droit dans le respect de la dignité des uns et des autres, bref, dans le respect des droits humains. Par ailleurs, nous savons que les textes juridiques sont inaccessibles et incompris du citoyen ordinaire, encore moins des populations rurales ou urbaines illettrées. Un travail de fond devrait être engagé sur l'accès à l'information juridique et judiciaire. Nous ne saurions parler de démocratie et d'état de droit tant que l'accès à un huissier de justice, à un notaire ou à un avocat demeure un privilège réservé et justiciable des grands centres urbains. Nous ne
saurions parler de démocratie ni faire œuvre de justice auprès du plus grand nombre tant que le métier d'avocat, celui de notaire ou celui d'huissier de justice ne s'ouvre pas largement aux jeunes afin de lever les verrous qui condamnent les populations rurales à affronter la complexité de la procédure judiciaire sans l'assistance de techniciens du droit. Excellence, Monsieur le Président, pour conclure mon propos, permettez-moi de vous remercier et de remercier Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ainsi que les membres du gouvernement de la transition pour les appuis et les encouragements que vous n'avez cessé de prodiguer à mon endroit et à l'endroit de mes collaborateurs tout au long du processus préparatoire des États généraux. Permettez-moi par ailleurs de féliciter les membres du Comité national d'organisation qui, à travers les commissions et le concours d'autres acteurs de divers secteurs, ont travaillé sans relâche pour qu'en l'espace de 3 mois seulement, la tenue des États généraux s'ouvre enfin aujourd'hui. Je voudrais remercier vivement les gouverneurs pour leur implication directe dans la gestion des contributions des membres des services déconcentrés et des structures non gouvernementales. Je veux reconnaître le concours précieux du Conseil national des OSC, des organisations de la société civile, pour sa prise de responsabilité dans la mobilisation de la société civile. Je remercie tous les organes de presse, radiophoniques, télévisuelles et écrites, pour leur implication directe dans les activités préliminaires de diagnostic. Ma reconnaissance va à tous nos partenaires financiers pour leurs appuis multiformes et pour les engagements que certains ont déjà pris de soutenir les actions immédiates de diffusion et de sensibilisation sur le pacte. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, je demande à l'avance l'indulgence des uns et des autres qui pensent avoir été exclus du processus préparatoire des États généraux. Enfin, je voudrais vous informer qu'un collège de médiateurs composé d'une dizaine de personnalités a été mis sur pied pour veiller par leur présence et par leurs conseils à déjouer toute source éventuelle de perturbation des travaux des États généraux eu égard à la sensibilité des sujets qui seront discutés. Je formule enfin le vœu que par la grâce de Dieu, les États généraux de la justice se déroulent dans un climat paisible et constructif. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de toute votre aimable attention.